Yves, il est 2h05, il y a 104 personnes qui t'écoutent. Quand tu veux, ça va être avec un très grand plaisir que je vais te donner la parole, parce que cette idée de les nouvelles grossesses, elles ne sont plus ce qu'elles étaient. C'est vraiment une idée extrêmement intéressante. Je sais que tu as quelques philosophies bien arrêtées sur le sujet, et ça va être un vrai plaisir de t'entendre. Donc, tu as la parole, et nous voyons ton écran. Merci, merci Joël pour cette invitation sur un autre sujet un petit peu clivant, comme chaque année. J'espère que ça continuera. Alors, on va parler de nouvelles, effectivement, de nouvelles grossesses, de nouveaux phénotypes des femmes enceintes et de leur grossesse. Il est quand même très surprenant que depuis 50 ans, on se soit acharné et avec succès à modifier les conditions de la procréation et qu'on pense qu'une fois ceci achevé, eh bien, il faut faire comme avant avec la grossesse. Alors, je déclare bien sûr mon conflit d'intérêts. Je pense que la durée de la grossesse normale a diminué et continue de diminuer. Et c'est ce que je vais essayer de motiver par ce topo. Alors, on commence par le commencement, c'est-à-dire la datation et la détermination du terme. Donc, les premières études, vous savez, ont été faites avec des échographies du deuxième trimestre et la date des dernières règles, et ceci nous a donné les fameuses 42 semaines, et qui ne servent maintenant, bien sûr, comme analogie avec un yaourt, que de date de péremption et à faire des certificats d'arrêt de travail et de congé de grossesse. Quand on a regardé avec quelques études, très peu, quelle était la durée moyenne de la grossesse, eh bien, on a vu qu'elle était de 268 jours, c'est-à-dire 38 semaines et 2 jours, et non pas 40 semaines, comme avec les études précédentes, date des dernières règles et échographie deuxième trimestre. Et quand on a introduit l'écho du premier trimestre, on a trouvé que cette durée moyenne de grossesse basée sur la mesure de la longueur crânio-caudale était de 39 semaines, et donc toujours pas 40 semaines. Et c'est pourquoi la plupart des pays anglo-saxons considèrent que le terme à ne pas dépasser est 40 semaines et pas 42. Et également, depuis quelques années, on voit bien, presque 20 ans quand même, il serait temps d'en tenir compte, a émergé le concept de retard de croissance intra-utérin précoce avec un vrai impact sur l'issue de ces grossesses. Et donc, une datation qui, en reposant sur le meilleur examen qui est la longueur crânio-caudale, pourrait faussement donner une date de terme trop tardive et a fortiori chez un fœtus en retard de croissance. Alors, on vit dans la société du risque, on s'en occupe partout. Je ne vais pas revenir sur le premier trimestre et le modèle de dépistage des aneuploïdies, mais la société du risque, c'est quoi? C'est de domestiquer ses peurs et ses incertitudes. Donc, on est obligé de parler de probabilité en médecine. Et les réponses qu'on offre, immanquablement, c'est de la technologie. Et donc, l'offre va augmenter encore la demande. Alors, si on caractérise des risques, il faut pouvoir aussi amener derrière des mesures de prévention, si possible primaires, de la catastrophe, et sinon d'en limiter la casse. Alors, la physiologie de la grossesse, comme je disais en introduction, la reproduction a changé, les modes d'arriver et d'obtenir une grossesse ont changé, et on suppose que la grossesse, elle, n'a pas changé. Mais la physiologie de la grossesse évolue, ne serait-ce que par l'augmentation de l'âge maternel, bien évidemment, et il existe une vraie corrélation et une vraie augmentation du risque de mort périnatale avec l'âge maternel, nonobstant les risques maternels qui, eux aussi, bien sûr, ceux-là sont généralement bien compris, sont plus importants. Et le risque de mort périnatale, quand une femme a plus de 40 ans à 39 semaines, est le même que celui d'une femme de 25 ans à 42 semaines. Ce risque augmente avec le terme de la grossesse. Alors, ce qui n'est plus trop discuté, c'est qu'on sait que l'âge maternel est un facteur de recours à la PMA, que cette PMA et l'âge maternel combinés sont un facteur d'obtention de grossesses multiples. Et dans les grossesses multiples, ce qu'on observe depuis 20 ans, c'est qu'on arrive à diminuer la prématurité spontanée, mais qu'on augmente toujours considérablement la prématurité induite pour raison médicale, et ceci essentiellement en raison de facteurs liés à l'âge maternel. Alors, je voudrais qu'on passe un peu plus de temps sur le risque de mort in utero. Depuis les années 40,
on a diminué ce risque considérablement. Et on voit que depuis le début des années 90, ce risque stagne. Il stagne dans les pays développés, riches, et vous voyez en bleu ciel la France qui caracole un peu en tête de ce groupe. Et on peut dire, malheureusement, cette phrase est assez terrible, qu'un nouveau-né sur 200 au-delà de 22 semaines est mort-né. Et ce chiffre ne bouge vraiment pas beaucoup depuis 20 ans. Alors, l'âge maternel est lié et le risque de mort in utero sont liés, et ils sont liés en fonction du terme de l'accouchement. Et on voit que plus ce terme augmente, plus le risque de mort in utero augmente, et que si l'on regarde une issue composite qui est l'inhalation méconiale, le passage en réa, les pH bas et la mort périnatale, eh bien, le nadir pour des femmes de plus de 35 ans, c'est 38 semaines et demie, et des 41 plus 5 ou 42 semaines habituelles. Et on peut comme ça creuser un petit peu les choses. Et si on creuse les choses, on s'aperçoit que chez une femme qui a un antécédent de mort fétale, d'accouchement prématuré, de retard de croissance, eh bien, il y a un risque de récurrence avec des modes croisés, c'est-à-dire que l'antécédent de MFIU pourra se traduire par un accouchement prématuré ou par un retard de croissance et vice-versa. Et ceci suggère des mécanismes semblables. Et dans ces mécanismes semblables, il y a maintenant une assez belle accumulation d'études qui développent le concept de sénescence placentaire. Ce placenta, c'est la bouteille d'oxygène de ce fœtus dans tous les sens du terme, et à un moment, ce fœtus va se trouver sur la réserve de cette bouteille, et toutes les bouteilles n'ont pas la même capacité, et donc toutes les grossesses ne vont pas avoir la même longueur autorisée par l'oxygénation fœtale. Et cette sénescence, on peut l'évaluer indirectement, en particulier par des méthodes un petit peu mode, mais voilà, qui sont la taille des télomères. Les télomères sont des courtes séquences, et ces courtes séquences sont en fait le reflet de l'intensité de la réplication des cellules. Et plus le placenta est sollicité, plus il se réplique, et donc plus les télomères diminuent. Et donc, il existe sur la fin de la grossesse une compétition entre les besoins du fœtus qui augmentent en oxygène, et puis, pour sa propre survie, la lutte du placenta contre le stress oxydatif, qui fait que eh bien, ces deux demandes sont toutes les deux très intenses et mettent le reste de la fonctionnalité du placenta à rude épreuve. Donc, quand on regarde la taille de ces télomères dans différentes situations, accouchement à terme, accouchement très prématuré, rupture des membranes et surtout mort in utero, on s'aperçoit, en particulier dans cette dernière, que l'étude des télomères du placenta sont beaucoup plus courts, et ceci accrédite d'une façon, mais il y en a d'autres, la sénescence et l'épuisement placentaire. Alors, comment ça se traduit en clinique? Là aussi, on ne peut pas dire que les choses soient complètement nouvelles. Vous voyez cet article de 2013 sur plusieurs centaines de milliers de naissances aux États-Unis, le risque de ne pas déclencher dans le terme. Le terme s'entend bien sûr quand on est plus prématuré, c'est-à-dire à partir de 37 semaines. Vous voyez que tout ça, dans les grossesses à bas risque, la réascension, encore une fois, de la mort périnatale, la mort in utero, c'est à partir de 39-40. Et chez des femmes dites à haut risque, alors c'est surtout l'âge maternel là qui était là, eh bien, on commence déjà à frétiller, si je puis dire, à partir de 38. Donc, 37-38 semaines dans les grossesses à bas risque, 35-36 semaines dans les grossesses à haut risque, a fortiori s'il y a un retard de croissance ou autre, eh bien, il faut en finir avec le tabou du déclenchement dans des grossesses qui apparemment ne sont pas compliquées. Il faut en finir. Là, ce ne sont pas des grossesses compliquées, c'est des grossesses qui ont juste été classées en fonction de l'âge maternel. Il a existé pendant quelques années aux États-Unis, afin de diminuer le taux de déclenchement et donc de césarienne programmée avant 39. En 2010, il y a eu une règle qui était facile à mettre en œuvre, puisque aux États-Unis, ça c'est facile, si vous donnez plus d'argent, les gens obéissent. Donc, toutes les césariennes et les déclenchements qui étaient faits avant 39 n'étaient plus pris en charge par les assurances. Donc, il y a eu un coup de patin absolument phénoménal dans ces années-là, et ce à quoi on a abouti, vous voyez, certes, le terme à partir de 2010-2011 s'est allongé dans les naissances, mais ce que vous voyez sur la droite aussi, c'est une ascension colossale du nombre de morts in utero. Donc, ce lien, certes indirect,
ajouté à la slide d'avant contribue à construire le fait que poursuivre des grossesses au-delà de 39-40 semaines n'est pas anodin et dangereux. Si l'on regarde, là encore, ça a commencé à s'agiter dans les années 2010-2013, hein, vous voyez, toujours cette étude sur la gauche, quand on compare un déclenchement électif sans autres facteurs médicaux de déclenchement après 37 semaines et un groupe témoin, car c'est là qui était le péché originel de la mauvaise réputation du déclenchement. On disait, on déclenche, quand on déclenche, on a plus de césariennes, on a plus d'emmerdements. Mais c'est parce qu'on comparait des femmes qu'on déclenchait à des femmes de même terme, certes, mais qui étaient en travail spontané. Or, la fable du lièvre et de la tortue ne gagne que dans la fable. La vraie population à comparer, c'est madame, on déclenche, et madame, vous êtes au même terme, on ne déclenche pas, sur la même ligne de départ. Et là, quand on fait ça, eh ben, on s'aperçoit que quand on déclenche, il y a moins de mort fétale, moins d'admissions en réanimation. Et ceci a été confirmé en 2018 par cette énorme étude de Grobman que les Français, comme d'habitude, veulent s'évertuer à refaire plutôt que de confirmer par des séries. On refait une étude randomisée, 3000 femmes dans chaque bras, déclenchement à 39 semaines contre expectative. On diminue toutes ces choses-là et en particulier le risque de césarienne. Et puis, petit clin d'œil, bien entendu, mais pourquoi pas, vous avez dans cette très sérieuse revue en 2016, complètement à droite, en fonction du terme de naissance, les performances scolaires à l'âge de 16 ans, et vous voyez qu'elles sont optimales pour un terme de naissance plutôt vers 38 que vers 41, 42. Et puis, la physiologie est influencée par l'environnement. C'est très mode de parler d'environnement, mais c'est particulièrement prégnant autour de la conception et de la grossesse. Ces particules fines, leur présence et leur quantification, car on peut les quantifier, est liée, en particulier lorsque les grossesses y sont exposées au 3e trimestre, à un risque plus important de mort fétale in utero, à un risque de prématurité et de petits poids de naissance. Et ceci se retrouve dans d'autres toxiques environnementaux, les biphéniles, les pesticides, les solvants, les pollutions de l'air par les particules fines, j'ai déjà dit, et tout un tas d'autres facteurs. Et ceci, bien sûr, individuellement, chaque femme ne porte pas une petite carte comme on porte dans les centres de recherche nucléaire pour savoir quelle est sa dose d'intoxication pendant la grossesse. Mais il faut en tenir compte de façon populationnelle et prendre cela en compte. Et puis, bien sûr, ce n'est pas une nouveauté vraiment, puisque ceci a commencé à être publié dans le début des années 2000. On ne tient pas du tout compte de l'âge du père. Alors, l'âge du père, il a augmenté. Tous les couples ne sont pas des couples d'hommes âgés avec des femmes jeunes. Nous avons ici une augmentation de l'âge du père qui est mondiale. Elle n'échappe pas d'ailleurs à cela en France. 40% des pères ont plus de 35 ans. Or, si on considère que l'âge optimal pour se reproduire, là aussi, c'est entre 25 et 35, et qu'on compare cette population de base à des couples où on tient compte de l'âge de la mère, on corrige pour l'âge de la mère, mais on regarde l'impact de l'âge du père, eh bien, ça a un impact relativement modeste, mais enfin 15 à 20%, voire 30% sur la prématurité et les complications de réanimation néonatale. Et puis, bien sûr, ce que l'on sait déjà depuis très longtemps, c'est que génétiquement, chaque année d'âge paternel augmente le risque de transmettre une mutation de novo de 2%, de 2 à chaque fois. Et donc, on sait qu'il y a toute une liste de maladies génétiques qui sont dues à une transmission paternelle de ces mutations de novo, parce que, voilà, certes, on peut produire du sperme jusqu'à ce que l'on meure de vieillesse, mais ce sperme est assez toxique sur un plan génétique et de plus en plus toxique à mesure qu'on vieillit. Et puis, en dehors de ces mutations génétiques, eh bien, vous voyez une corrélation qui existe et qui augmente avec l'âge paternel des morts fétales in utero, là encore, de la prématurité, du retard de croissance. Et toutes ces études sur 755 000 naissances prennent en compte l'âge maternel. Donc, il n'y a pas de confusion là-dedans. Alors, autre marronnier, j'allais dire, le poids de la population augmente, celui des femmes, malheureusement pour elles, n'y fait pas exception. Et on a, en gros, par décade, une augmentation du BMI de 0,5 et on arrive à des taux d'obésité chez les femmes de plus de 15 ans
qui sont assez marquées en Europe et pas seulement dédiées aux pays à développement intermédiaire. Et on sait que le surpoids, mais surtout l'obésité, bien sûr, sont corrélées à tout un tas de complications, qu'elles soient ou pas en lien avec la macrosomie, mais elles sont en lien, en tout cas, avec, là encore, un risque de mort fœtale, probablement d'ailleurs par, dans les mécanismes de sénescence placentaire, l'augmentation du stress oxydatif, qui sont tout à fait considérables. Et là encore, vous voyez, démonstration tout à fait claire, une augmentation linéaire, voire exponentielle, entre le BMI maternel et le risque de mort fœtale in utero. On trouve également pardon, un lien de même ordre entre l'hyperglycémie sans diabète gestationnel, donc particulièrement retrouver ces hyperglycémies relatives sans diabète gestationnel chez les femmes en surpoids ou obèses, et ces mêmes risques de mort in utero. La procréation médicalement assistée, elle est devenue tellement fréquente et efficace qu'elle en est presque banalisée ensuite quand on suit une grossesse, avec une revanche de la physiologie sur la médicalisation de l'obtention de la grossesse qui est quelquefois extrêmement forte et difficile à moduler avec ces patientes. On sait que c'est à peu près 5% des grossesses, qu'on augmente à peu près tous les types de complications maternelles et périnatales plus ou moins orientées en fonction des modes de conception, et en particulier, bien entendu, après don d'ovocytes, où là, on a effectivement, sans aucune commune mesure, des complications maternelles, mais aussi de type retard de croissance intra-utérin, qui sont tout à fait claires. Et puis, ce qu'on oublie aussi, parce que alors là, on considère que c'est une victoire personnelle particulièrement forte, et pour des femmes qui ont un passé d'infertilité traité et qui, et ça, ce miracle n'est pas exceptionnel, sont enceintes spontanément, on se dit, youpi, on a retrouvé la physiologie, et cette fois, on ne va pas s'encombrer d'une médicalisation excessive et d'une surveillance obsessionnelle. J'ai une grossesse normale, je l'ai eue toute seule, ça va bien se passer. Eh bien, on retrouve les mêmes complications qu'après PMA chez ces femmes dites infertiles temporairement qui sont devenues enceintes spontanément. Eh bien, on retrouve les mêmes types et les mêmes fréquences de complications qu'après PMA. Et ceci eh bien, est dû principalement à deux pathologies particulièrement fréquentes et qu'on a longtemps tenues écartées du pronostic obstétrical. D'abord, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est quand même presque une femme sur 10. Et ce syndrome des ovaires polykystiques, il n'est pas toujours patent et pas toujours diagnostiqué avant que ces femmes soient enceintes. Or, on a très clairement une association très forte avec hypertension artérielle gravidique, prééclampsie, prématurité et mortalité périnatale, une augmentation par 3 et qui n'est pas liée aux grossesses multiples et qui n'est pas liée à la PMA. Parce qu'on est effectivement dans une sorte de syndrome métabolique, et ce syndrome métabolique a un impact sur la sénescence placentaire. Deuxième grand syndrome gynécologique à pronostic obstétrical extrêmement réservé, ou en tout cas qui doit faire l'objet d'une surveillance et d'une action probablement vers la fin de grossesse tout à fait déterminée, c'est l'endométriose. 10 à 15% des femmes, là encore. Et cette anomalie de l'angiogénèse et de la résistance à la progestérone, constitue, y compris pendant la grossesse, un syndrome inflammatoire chronique qui a une influence sur l'élasticité du col, sur la tonicité et l'élasticité du col et sur le tonus utérin. Et là encore, toutes ces complications avec une augmentation d'en gros 30% de toutes les complications périnatales habituelles, c'est-à-dire la prématurité, le retard de croissance, le passage en réanimation et la mort fœtale in utero, chez ces femmes dont on sait, soit on n'a pas fait le diagnostic, soit on s'est empressé d'oublier l'antécédent lorsqu'elles ont eu enfin une grossesse, et une grossesse qui se passe bien. Donc, n'oublions pas ce qui s'est passé avant pour gérer cette grossesse, et n'oublions pas que l'environnement est devenu relativement plus hostile qu'il n'était autour des femmes enceintes. Alors, il y a effectivement des petits moyens de prévention, il faut finir par un message optimiste. L'exercice pendant la grossesse, donc on sait que le repos ne sert à rien, je n'ai pas remis de diapo là-dessus. On sait aussi que les femmes enceintes sont plutôt actives, une femme enceinte sur 5 pratique l'exercice ou un sport en début de grossesse, puis après a tendance à diminuer, surtout qu'elle n'y est pas encouragée le plus souvent par son obstétricien ou sa sage-femme. Mais
il faut qu'elle fasse du sport, et un vrai sport, c'est-à-dire que l'intensité de l'exercice, 3 ou 4 séances par semaine, doit être suffisamment intense pour répondre à ce talk test, c'est-à-dire que lorsqu'elle ne peut pas facilement parler à sa voisine de tapis de course ou de rameur, eh bien, c'est là qu'elle doit un petit peu lever le pied, mais autrement, ce n'est pas juste une balade pour parler avec les copains ou les copines. Et on sait que cet exercice va réduire l'incidence de la macrosomie significativement, que cet exercice va, en fonction du fait qu'il ait été commencé avant la grossesse et poursuivi, commencer au premier trimestre ou un petit peu accompagné en fin de grossesse, réduire le risque de prééclampsie de façon aussi significativement que l'aspirine, et qu'on n'a pas, chez ces femmes qui se plient à cette discipline sportive d'activité physique, on n'a pas d'augmentation du risque de prématurité, ni d'anomalie du développement par élévation de la température interne ou je ne sais quoi. Tout ça n'a que des avantages et des diminutions dont les valeurs sont un peu probablement contestables, mais pas la direction que ça prend. Diminution de diabète gestationnel, il n'y a pas plus de petits poids de naissance. Et les conditions mécaniques du travail sont également tout à fait améliorées par une femme en forme physique qui va avoir effectivement un bassin beaucoup plus modulable sous l'effet du travail. Alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est une grossesse à bas risque? Qu'est-ce qu'on peut appeler une grossesse à bas risque? Il faut déjà se mettre d'accord de savoir pour qui, pour la mère, pour le fœtus, pour les deux. Alors, on pourrait avoir, en France en tout cas, un portrait robot de la femme à bas risque caucasienne, 20 à 30 ans, jeune, hein, mince, qui fait un sport, enfin qui fait une activité physique, qui n'a pas de pathologie, ni générale, ni gynécologique, qui n'a pas d'addiction, qui vit en couple stable, qui a de bonnes conditions socio-économiques, qui a une grossesse spontanée, qui a une grossesse planifiée, et même elle a accouché normalement déjà au moins une fois, avec une grossesse normale et un ravissant bambin. Et bien cette femme-là, en France, c'est celle qui est le plus à risque d'avoir une primo-infection ACMV. Et une primo-infection ACMV du premier trimestre qu'elle va attraper à partir de son premier enfant. Son risque prospectif de faire cette primo-infection ACMV, c'est 6%. Et donc, le risque prospectif pour le fœtus qu'elle porte, qui à part ça va être absolument le fœtus à bas risque en obstétrique, il va avoir un risque prospectif, lui, d'avoir une infection fœtale du premier trimestre ACMV de 2%. C'est un des risques, a priori, dans un groupe aussi peu destiné à avoir des complications, qui est le plus élevé qu'on puisse trouver. Et donc, il faut s'astreindre, non pas oublier la physiologie, ça n'a rien à voir, mais un obstétricien, une sage-femme et une femme enceinte avertie en valent au moins 2. Il faut se rendre compte et savoir poser les questions qu'on ne posait pas jusque-là sur les antécédents, sur les conditions de vie, sur l'environnement, abandonner l'axiome, le diktat de la grossesse à terme à 41 semaines plus 5 jours. La grossesse, le terme optimal pour l'accouchement, c'est 39 semaines. Le meilleur moyen de le définir, c'est la longueur crânio-caudale à 12 semaines. Et aujourd'hui, où on est allé tellement loin et un peu dans tous les sens, mais on ne va pas me lancer là-dessus, sur le dépistage des aneuploïdies, la chose la plus importante à discuter en début de grossesse, c'est quand cette grossesse doit s'arrêter avec un accouchement par probablement un déclenchement, puisqu'à 39 semaines, à peu près 35% des femmes auront déjà accouché, mais les autres peuvent bénéficier, avec un B majuscule, d'un déclenchement à partir de 39 semaines. Et donc ça, c'est une discussion, non pas de la consultation de 34 semaines, quand tout le monde, la famille est prévenue, la date est dans tous les agendas, et c'est un vrai cauchemar que de remettre ça en question, mais à 12 semaines. À 12 semaines, au moment où on fait cette longueur crânio-caudale et où on parle de tout un tas de dépistages. Je vous remercie de votre attention. Eh ben, écoute, bravo Yves et merci beaucoup. Alors, malheureusement, on ne peut pas discuter une conférence d'actualité, c'est vraiment dommage et je regrette, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, surtout sur le terme. Comment on peut faire pour que les patientes et les sages-femmes de nos maternités en soient bien convaincues de cette sénescence placentaire? Ça sera la seule question possible. Comment faire passer ce message? Moi, j'utilise l'argument simple et simpliste, soit de la bouteille du plongeur, soit quand mon public est moins versé dans la plongée sous-marine, du réservoir de la voiture.
Quand on arrive sur la réserve du réservoir de la voiture, vous n'avez pas d'autre warning. Vous êtes sur la réserve et donc, d'un moment à l'autre, la voiture peut s'arrêter. Le placenta, quand on arrive à 39 semaines, il arrive sur sa réserve. Il y a des placentas particulièrement performants qui vont continuer jusqu'à 42 semaines et malheureusement, 3 fois sur 1000, il y a un placenta retors qui va s'arrêter avant et c'est là qu'on va avoir les catastrophes. Vraiment d'accord et merci infiniment de ce superbe topo.